Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous savoir encore une fois nombreux branchés pour nous suivre à ce énième numéro de votre magazine Véracité. Comme vous le savez, d'habitude, Véracité, c'est un magazine qui vous est présenté par votre humble serviteur et qui reçoit pour vous différentes personnalités politiques et de la société civile avec lesquelles nous partageons d'habitude sur les différentes questions d'actualité. Et voilà pourquoi, en ces jours, nous avons réussi pour vous sur ce plateau un député national élu de la province du Kasaï oriental. Il va pouvoir se présenter tout de suite. Honorable. Oui, d'abord des précisions, M. Moudiaï. Après les remerciements d'usage pour m'avoir invité ici, je suis un député honoraire élu dans la province du Kasaï occidental, aujourd'hui Kasaï central et originaire de Ndemba. Juste une précision. Et comme vous le savez, je suis président d'un parti politique de l'opposition, du changement, l'UMR, qui est un parti créé depuis maintenant 10 ans et qui a des élus dans des assemblées provinciales, notamment à l'Équateur et au Kasaï central et au Kasaï. L'UMR, ça veut dire c'est l'union pour créer une majorité de républicains, donc l'Union pour la majorité républicaine. L'Union pour la majorité républicaine, honorable, c'est un parti que nous avons identifié parmi l'opposition républicaine. Où en êtes-vous avec l'opposition républicaine? En son temps, effectivement, nous avions avec les collègues participé aux concertations nationales. Mais depuis, vous voyez vous-même qu'il y a beaucoup de tiraillements, beaucoup de confusion au sein de ce groupe politique. Raison pour laquelle je ne peux pas ici parler au nom de ce groupe-là. Je me suis réservé. Je pense que si je parle aujourd'hui, c'est au nom de mon parti politique, l'UMR, et que dans la constitution actuelle qui prévaut dans ce groupe, je ne suis pas partie prenante. Oui, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous voulez nous écrire pour vos propositions. En fait, composez les numéros affichés en bas de votre écran, et aussi pour nos amis internautes, écrivez tout simplement www.congomikililive.com. Là, vous allez correspondre avec nous, nous envoyer vos suggestions et vos propositions, et nous allons vous lire dans nos prochaines magazines. Sans plus tarder, sujet d'actualité l'oblige, honorable Moulangala. Aujourd'hui, il y a des tractations en rapport avec la tenue du dialogue convoqué par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous êtes officiellement saisi de ce dialogue? Écoutez, j'ai lu comme vous dans la presse qu'il y avait ou qu'il y aurait des concertations entre un envoyé du chef de l'État et certains partis politiques. J'ai suivi dans la presse aussi qu'on a parlé d'une proposition d'un dialogue. Jusque-là, il faut qu'on se le dise très bien, nous ne sommes qu'au niveau des spéculations, nous sommes qu'au niveau des rumeurs. Dans un État qui fonctionne normalement, je m'attends à ce que le porte-parole de la présidence ou d'un organe consacré puisse nous dire de quoi il en retourne. Mais pour le moment, nous avons appris des contacts qui se faisaient de manière, je pense, informelle. Et j'attends que la communication soit faite officiellement par qui de droit. Cela étant dit, prenons l'hypothèse selon laquelle il y aurait effectivement un dialogue. Et la question qu'on doit se poser est une question très simple. Un dialogue, pour quoi faire? Un dialogue avec qui? Un dialogue pour quels objectifs? Déjà, l'opposition pose déjà des préalables, non? En fait, des conditionnalités pour avant la tenue de ce dialogue. Est-ce que vous êtes aussi parmi ceux-là qui ont posé des conditions avant que ce dialogue soit... Je crois que, comme je vous l'ai dit, nous avions pris part aux concertations nationales et à l'époque, il y a eu des recommandations qui avaient été faites portant notamment sur les prisonniers politiques et d'opinion, portant notamment sur le paiement de la dette sociale, la dette intérieure, et sur tant d'autres sujets. À l'évidence, il y a beaucoup de retard dans l'exécution de ces recommandations-là, et je m'interroge en fait si, même si on posait les conditions pour aller à une discussion, je m'interroge sur la sincérité et la volonté politique de ceux qui devraient nous accompagner, parce que
à l'évidence, nous ne voyons pas les choses s'accomplir. Cela étant dit, je m'inscris tout à fait dans les recommandations préalables émises par les collègues quant à une discussion éventuelle. Mais avant d'arriver au préalable, la question essentielle est la suivante. Nous ne pouvons pas aller au dialogue pour partager une fois de plus le pouvoir. Nous ne pouvons pas aller au dialogue pour une fois de plus arriver à avoir une transition. Ce sont déjà des conditions que vous posez. Ce sont des principes que nous levons parce que nous tenons à ce que dans les délais qui sont prévus par la loi, on puisse avoir les élections, notamment présidentielles et législatives nationales, pour que le 20 décembre 2016, celle ou celui que le peuple aura choisi, puisse entrer au palais de la nation par la grande porte. Donc nous souhaitons à ce que la priorité, à ce que l'essentiel soit donné à la résolution du problème électoral. Quels sont ces problèmes que nous avons identifiés par rapport aux élections? Là, vous parlez déjà des questions principales qui doivent être traitées au cours de ce dialogue. C'est l'actualité. Je pense que là-dessus, on voudrait nous faire croire que l'opposition ne parle pas le même langage. Cela est faux. J'ai moi-même entendu le leader de l'UDPS parler le 13 janvier. J'ai suivi dans la presse les extraits qui ont été donnés sur la feuille de route proposée par l'UDPS. Je crois que, et là aussi, on pose la question de la légitimité. Ils la posent à leur manière, selon leur angle, mais à la fin de la journée, la légitimité que nous souhaitons, la légitimité démocratique est issue des urnes. Donc, nous parlons tous au départ de bonnes élections, même s'il y a des nuances entre les uns, entre les autres. J'ai suivi aussi une proposition faite pour désigner ceux qui pourraient y participer. C'est une proposition qui est faite, mais là, je voudrais rappeler aux uns et aux autres l'esprit de la résolution 2211 qui dit très clairement qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre les parties prenantes et sans exclusive. S'il vous plaît, j'allais me dire qu'il y a... Oui. S'il vous plaît, honorable Moulangala, est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui il y a nécessité seulement du dialogue, alors que le processus électoral est déjà déclenché, déjà le dépôt de candidature en cours, vous voulez dire que c'est important encore aujourd'hui le dialogue? Alors oui, que je vais expliquer. Vous venez de dire vous-même que vous avez eu à participer aux concertations nationales. Oui, qui n'ont pas donné les résultats escomptés, il faut le dire sans embâche. Maintenant, si nous devons aller plus loin par rapport aux élections, puisqu'on parle d'élections, nous avons des questions essentielles qui sont sur la table et lesquelles doivent trouver absolument une solution acceptable, voire équitable. La question qui est liée aux nouveaux majeurs, qui ne sont pas repris dans le rôle électoral, c'est une question essentielle. Dans ce pays, et tout le monde le sait, depuis 60, la question qui nous a toujours préoccupés est la question de la légitimité. Alors comment voulez-vous aujourd'hui exclure comme électeurs des personnes qui depuis quelques années ont atteint l'âge requis pour devenir électeurs, voire éligibles? Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on puisse revoir cela et s'assurer qu'il n'y ait aucune exclusion d'aucun Congolais. Si aujourd'hui nous acceptons qu'on exclue le nouveau majeur, vous verrez demain, on va exclure les gens selon leurs origines tribales, selon leur province, déjà la jeunesse même les femmes. La jeunesse a commencé déjà à revendiquer par des mémoires. C'est une revendication légitime que nous appuyons totalement. Donc cette question-là est sur la table, il faut la résoudre. Deuxième question, qui n'est pas des moindres, est la question liée aux contraintes financières et ensuite logistiques. Le budget que la CENI a présenté est un budget important. À moins que je n'ai été distrait, je n'ai pas retrouvé dans le budget de l'État 2015 l'ensemble des moyens sollicités par la CENI. Et j'ajoute que pour le moment, on n'a pas eu écho d'un quelconque collectif budgétaire qui viendrait modifier la situation, c'est-à-dire quoi? Donner les moyens qu'il faut à la CENI par rapport aux obligations qu'il a affichées. Premier élément. L'élément du budget
est-ce que les moyens sont disponibles? Grand point d'interrogation. Mais les À ma gouvernements, connaissance, on dira non. le gouvernement, à travers le porte-parole, son porte-parole, s'est dit déterminé à financer en grande partie les élections. Les déterminations, on peut en parler. Ce qui est important, c'est de voir comment le budget est exécuté. L'action gouvernementale, on la lit à travers l'exécution du budget. Si vous me montrez que le budget, à cette date-ci, dans son exécution, a donné les moyens qu'il faut à la CENI, je retire mon commentaire. Mais les amis qui sont à l'Assemblée semblent tous reconnaître que, de leur humble avis, cela n'a pas été fait. Donc la question budgétaire reste entière. Liée à cette question budgétaire nationale, vous savez que dans notre pays, traditionnellement, les partenaires étrangers apportent un soutien aux actions électorales. Les partenaires, à ce que je sache, n'ont pas encore de manière définitive décidé de leur niveau de contribution. C'est aussi une inquiétude que nous devons partager. Le troisième point qu'il faut signaler est le point qui est lié au découpage, aux nouvelles provinces que l'on voudrait installer rapidement, à un moment suspect et de manière intempestive. Là-dessus, je dis simplement une seule chose. J'ai lu comme vous dans la presse une analyse pointue d'un ancien ministre du budget, d'un ancien Premier ministre qui avait démontré dans cette tribune faite dans la presse que les moyens ne seraient pas au rendez-vous pour que nous puissions arriver à financer de manière convenable cette évolution vers un nombre important de provinces. À ce point-là, honorable Médard Moulangala, vous les politiciens vous acquise, souvent quand vous ne vous retrouvez pas devant vos propres intérêts, notamment le cas de la décentralisation, vous commencez à évoquer d'autres points. Nous n'évoquons pas d'autres points, non. Je crois que là, vous nous faites un procès d'intention. En rapport avec la décentralisation. C'est un procès d'intention. Quand vous ne vous retrouvez pas dans vos fiefs, vous commencez à poser des là, c'est un procès d'intention qu'il faut corriger tout de suite. Avec la Et là, je pense que je peux parler au nom de mes collègues politiciens pour dire ceci. En 2005, il y a eu référendum. Nous avons accepté le principe de 26 provinces. Nous sommes maintenant en 2015, 10 ans après. Et on commence à répliquer cela. Non, et on commence maintenant à prendre les dispositions qui s'imposent. Attendez, attendez. Ceux qui ont géré la République, et vous les connaissez, de 2005 à ce jour, le groupe qui a géré, et vous le connaissez, on semble qu'il n'a pris aucune mesure concrète pour arriver à ce que cette mise en œuvre de la décentralisation ou bien du démembrement des provinces se fasse de manière acceptable. Donc, on a accusé un retard, peut-être pour des raisons que j'ignore, et on voudrait aujourd'hui précipiter la décentralisation sans avoir au préalable, me semble-t-il, pris toutes les dispositions qui s'imposent pour que ça se passe bien. Précisément. Et vous voudriez qu'on accepte ça? Précisément. Nous disons que la responsabilité de l'échec, la responsabilité du retard doit être clairement identifiée. Et nous savons très bien quel est le groupe qui a géré depuis précisément, longtemps. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour le moment en rapport avec la décentralisation? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est une très bonne question. Il avait été prévu d'envoyer des commissions pour faire le rapport à l'ensemble de la population. C'est ce que le gouvernement avait dit. À ce jour, à moins que vous l'ayez vu un autre rapport, je n'en ai pas encore vu. Je n'aime pas pouvoir critiquer sans avoir des éléments objectifs. On a confié un travail à un groupe, le travail n'a pas encore été rendu, mais déjà nous avons des inquiétudes parce que ne fût-ce que sur l'exécution de ce qui revient aux provinces au plan budgétaire, nous avons connu de très grandes difficultés. Donc moi je dis simplement qu'à ce stade ici, le gouvernement n'a mené aucun élément qui puisse nous rassurer que oui, effectivement, si on doit décentraliser, dans le délai imparti, nous pourrons y arriver sans difficulté. Voilà ce que je dis et je ne dis pas autre chose. Donc, décentralisation précipitée, un moment suspect. Deuxième question qui est posée par rapport aux élections. Troisième question que nous devons quand même essayer de voir. Encore une question, toujours qui sera traitée au cours de ce dialogue.
Non, ça veut dire que nous parlons des conditions qui doivent être réunies pour faire de bonnes élections. Ok, là où les amis parlent de la légitimité, les amis de l'UDPS, nous traduisons ça en actions concrètes par rapport aux bonnes élections. Et qu'est-ce que vous voulez en rapport avec la troisième préoccupation? La préoccupation que nous avons, c'est que nous devons absolument faire en sorte que, je le répète, que les délais constitutionnels soient respectés. Le glissement, on nous avait accusé de vouloir le glissement aux concertations. Il n'y a pas eu de glissement à ce niveau-là. On nous avait accusé de vouloir modifier la Constitution. On n'a pas modifié la Constitution à ce moment-là. Et quand on a vu les manœuvres qui ont été faites par rapport à la loi électorale, le peuple a parlé, le peuple a été entendu. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons de manière responsable, devant les contraintes objectives qui ont été évoquées, celles liées à l'exclusion d'une partie des Congolais, celles liées à la carence apparente de moyens budgétaires. Honorable Médard Moulangala, devant toutes ces préoccupations, toutes ces questions que vous voudrez que cela soit évoqué, soit traité au cours de votre dialogue, qu'est-ce que vous allez répondre si on vous proposait qu'une petite transition soit mise en place, les temps pour les uns et les autres de s'organiser en vue de résoudre toutes ces préoccupations? Écoutez, nous sommes déjà en violation de certains de nos principes sur le plan disons, de la légitimité, puisqu'aujourd'hui nous avons un Sénat qui est hors mandat, nous avons des assemblées provinciales qui sont hors mandat, nous avons des gouvernements provinciaux hors mandat. Et vous voudriez qu'on puisse ajouter encore un chef de l'État hors mandat? Non, je crois que là ce serait une grave erreur de notre part. Si nous avons commis l'erreur, quand je dis nous, je parle ici d'ensemble peut-être de la classe politique, mais si on doit situer les responsables, il y a des institutions qui sont là, il y a un gouvernement, il y a une majorité qui dirige. Si elle a été incapable de faire le travail pour que dans les délais nous puissions avoir des élections, mais il faut quand même qu'à un moment donné, elle puisse en assumer la responsabilité. C'est comme si dans ce pays, on peut faire tout à n'importe quoi et à aucun moment la responsabilité politique n'est assumée. Non. Il y a une responsabilité qui est là, dans le chef de ceux qui ont eu à prendre des décisions et ils doivent l'assumer. Mais pour revenir à ce que nous disons, c'est faire une analyse objective. Et là, je rejoins quelque part les déclarations faites notamment par le département d'État et notamment par l'Union européenne qui disent que les élections essentielles qui devraient avoir lieu, à mon avis, et je crois que ce n'est pas faux, à ce stade, serait de penser à ce que, pour une fois, la présidentielle se tienne dans les délais, les élections des députés nationaux. Je dis ça pourquoi? Depuis 55 ans dans ce pays, le premier président a été élu, a pris ses fonctions de manière normale. Après lui, il y a eu un coup d'État. Après le coup d'État, il y a eu une rébellion. Après la rébellion, il y a eu un assassinat. Et aujourd'hui que le président actuel ait fait un mandat, nous voulons que cette fois-ci au moins, comme on l'a vu d'ailleurs au Nigeria, qu'un président quitte les fonctions de manière normale. Je pense qu'à ce sujet-là, vous n'avez pas à vous faire des soucis parce que le président Kabila est respectueux des lois du pays et vous avez pour parler pour lui, surtout de la Constitution. Oui, parlons Commission électorale nationale indépendante. On n'a pas entendu. On porte parole maintenant, monsieur Bouya. Parlons, honorable, de la Commission électorale nationale indépendante. Oui. L'opinion publique a comme impression que vous, l'opposition, vous êtes en train de mettre les bateaux dans les roues. Vous êtes en train de freiner la bonne marche du processus électoral. Parce que jusque-là, vous ne voulez pas déposer vos candidatures au niveau de la députation au scrutin provincial. C'est vrai qu'il y a une difficulté qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des doutes sérieux, des doutes qui sont notamment dus au fait que la question de l'exclusion n'a pas été résolue. Alors, est-ce que nous devons, dans la précipitation, nous, contribuer à favoriser une décision qui divise davantage les Congolais? Ma réponse est non. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons, au contraire, privilégier les solutions qui nous mettent davantage ensemble. Moi, je regrette, mais je ne comprends pas pourquoi on veut écarter nos frères et nos sœurs
et les priver de leurs droits. Ça, c'est une des questions qu'on a posées. C'est pour cela que vous ne voulez pas jusque-là déposer vos... Et puis nous voulons être responsables. Rappelez-vous, 2011, nous sommes allés aux élections dans la précipitation, dans les difficultés. Vous les connaissez. Conséquence, on n'est pas parvenu par la suite, à aucun moment, à faire les élections qui restaient, à savoir les élections provinciales, et les élections au niveau du Sénat. Pourquoi? C'est parce qu'il faut le dire, notamment, il y a eu la crise post-électorale. Donc nous ne voulons plus retomber dans les mêmes travers. Nous voulons cette fois-ci, et je le répète, que nous puissions avoir de bonnes élections, celles qui permettent une transition démocratique, un changement de pouvoir démocratique apaisé, et le pays peut continuer dans la bonne voie. On ne peut pas se permettre à chaque cycle électoral d'avoir des conflits, d'avoir des difficultés. On ne peut pas se le permettre. Nous devons tout faire en tant que pays, en tant que républicains, pour que cette fois-ci au moins, on puisse arriver à faire l'essentiel. Sans cela, nous mettons le pays en difficulté, et moi, je ne suis pas, ni mon parti, dans une disposition qui tendrait à creuser davantage, accentuer les problèmes que notre pays connaît, du fait notamment d'une crise de légitimité. Là, je pense que vous êtes en train de freiner un peu de pas pour accuser la CENI après de n'avoir pas respecté le délai de son calendrier. Écoutez, la CENI est un organe technique, il ne faut pas qu'elle confonde son rôle. On vient de vous ajouter encore 20 jours de surplus, le temps pour vous de déposer vos listes pour les candidats. Qui a dit que les 20 jours de surplus. Qui a dit que les gens ne voulaient pas déposer les listes? Qui a dit ça? Juste là, vous ne les avez pas déposés. Vous avez vérifié? Est-ce qu'il y a un rapport qui est sorti pour dire qui dépose, qui n'a pas déposé? Les statistiques en disent plus dans les différents sites de dépôt de candidatures. Vous suivrez que l'engouement n'est pas constaté. Cela laisse à... Vous avez posé la question essentielle de la confiance. Il y a, pour dire le moins, le peuple est sceptique. Le peuple s'interroge. Vous semblez oublier l'impact des journées du 10, 20 et 21 janvier où la population est partie dans la rue pour protester, pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Nous ne pouvons pas, nous, acteurs politiques, négliger cela. Nous devons être à l'écoute de la population qui a des doutes sérieux sur la volonté qui manifestait de faire de bonnes élections. Donc il faut intégrer tout cela. Et quand on dit de parler de la question électorale, je crois que nous parlons tous d'une même voix, du moins en ce qui concerne l'opposition. Parce que tout le monde a dit qu'il faut réévaluer ce qui est en train d'être fait pour voir dans les conditions actuelles ce qui peut être acceptable et acceptable dans les délais constitutionnels. Voilà la question qui est posée. L'honorable Médard, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez regarder tout droit la caméra, confirmer devant l'opinion publique que l'Union pour la majorité républicaine est prête à affronter les élections? Et aussi, vous en avez les moyens? Écoutez, non, les moyens, vous n'êtes pas dans ma poche. La loi électorale est précise, on peut se financer de différentes manières. La question n'est pas celle des moyens. L'Union pour la majorité républicaine, notre parti, l'UMR et toute l'opposition, nous sommes à l'écoute de la population qui aspire au changement. Donc, elle aspire au changement et nous sommes confiants qu'avec des élections bien faites, bien organisées, transparentes et crédibles, nous pouvons avoir une alternance démocratique. Dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas accepter d'aller aux élections, il ne faut pas refuser d'aller aux élections, pas du tout. Puisque l'opinion est favorable, nous souhaitons simplement maintenant que l'on prenne toutes les mesures qui s'imposent pour avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées. Nous ne voulons plus de l'exemple de 2011 qui fut un fiasco sur le plan électoral, mais nous voulons de bonnes élections. Je pense que si nous, les partis politiques, nous demandons de bonnes élections, on ne peut pas nous le reprocher. Nous voulons la stabilité du pays, nous voulons que nous puissions progresser et avancer. Et nous ne voulons pas, vous venez sur la situation au Burundi voisin, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées,
crédible, bien organisé. L'UMR, voilà notre priorité. L'UMR aujourd'hui se trouve dans les lots des partis politiques des mallettes, selon certains rapports d'une commission d'observation menée à l'intérieur du pays aussi. Ça me fait toujours rire, ça, cette observation-là. Notre pays a 477 partis politiques, nous avons même 500 partis répertoriés quand on prend le regroupement politique. 500. Sur les 500 en question, nous avons les statistiques. Il y a ceux qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales et au niveau du Sénat. Je tiens à vous dire que l'UMR, que vous semblez négliger, a des élus au niveau des assemblées provinciales. Et cela dans 3 provinces différentes. Notamment donc nous avons un élu à Bassankoussou, nous avons un élu à Demba, au Kassai occidental, nous avons un élu à Luebo. Donc nous sommes un parti jeune qui a une vision au niveau du changement. Et comme je l'ai dit, je le répète, sur les 500 partis politiques qu'il y a dans le pays, moins de 100, en fait 88 je crois, sont représentés soit au niveau provincial, soit au niveau national, soit au Sénat. Donc je ne voudrais pas ici... L'UMR a des députés au niveau de province et aussi au niveau national. Vous-même, vous êtes... En son temps, nous avons eu des députés au niveau... Aujourd'hui, vous êtes déjà prêt à aller aux élections. Non, non, il faut donner des précisions. Nous étions, en 2006, nous avions 5 élus, 3 députés nationaux, 3 députés provinciaux et 2 députés nationaux, voilà. L'élection de 2011, vous savez comment elle s'est passée. La liste Katumba, Dieu et son âme, n'a pas inclus des délégués de notre parti au niveau de l'Assemblée nationale. Donc les choses sont claires, on ne doit pas se cacher les choses. L'élection de 2011 n'était pas crédible, tout le monde le sait, tout le monde le dit. 2006 était plus crédible, nous avons eu des élus. Cela étant, je répète, qu'on ait quand même les statistiques, et sans vouloir négliger les autres partis politiques, il faut reconnaître que nous sommes, au moins, parmi les 88 partis politiques dans le pays qui ont des élus au niveau des assemblées délibérantes, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et ce n'est pas un fait négligeable pour un parti qui est dans l'opposition. Honorable, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ce que je n'ai pas dit, que je dois dire absolument, c'est que je crois que le moment est venu pour que nous puissions nous préparer à une véritable alternance démocratique, au sommet de l'État notamment. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les partis politiques qui se disent de l'opposition, dont nous-mêmes, ont souhaité à ce que la question de la légitimité, pour reprendre le terme de l'UDPS, ou la question électorale telle qu'évoquée par notamment le MLC, il faudrait que ces questions-là soient mises sur la table pour s'assurer que cette fois-ci, il y ait de bonnes élections. Nous sommes tout à fait dans cette logique-là et nous disons que nous n'irons pas, nous, à une messe noire dans laquelle on arriverait à donner un nouveau mandat à qui que ce soit, où on arriverait au partage équitable et équilibré, où on arriverait à prendre des décisions qui énervent la cohésion, qui énervent l'unité nationale. Nous sommes pour de bonnes élections, en temps utile, dans le délai constitutionnel, pour que le peuple puisse choisir en toute tranquillité et liberté les personnes qu'elles pensent peuvent bien le représenter à tous les niveaux, y compris au sommet de l'État. Merci, honorable Mesdames Langala, d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, de rester branchés à la télévision Saint-Budigi pour pouvoir nous suivre. Et nous vous demandons encore une fois de composer le numéro affiché en bas de vos petits écrans pour pouvoir nous communiquer vos propositions et recommandations en rapport avec cette émission ou bien pour pouvoir y participer, ajouter votre point de vue. Et pour nos amis internautes, nous vous demandons encore une fois de plus de composer www.congomikilive.com et là vous allez pouvoir nous écrire. Merci encore une fois, merci à l'équipe technique Guy Mabungu, à la prise de vie, à toute la technique, la régie de la télévision Saint-Budigi. Nous vous
disons merci et à la prochaine.